Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Votre grand-mère vous manque? Le 3 février 2026. Buckingham Palace publia un bref communiqué de 2 paragraphes qui fit l'effet d'une bombe dans les foyers royaux et les cabinets d'avocats à travers toute la Grande-Bretagne. Le prince William avait été désigné unique bénéficiaire de l'un des domaines privés les plus secrets et les plus importants de toute l'histoire de la monarchie. Ni Sandringham, ni Balmoral, ni Windsor, quelque chose de plus ancien, de caché, que la reine Élisabeth II protégeait depuis des années. Lorsque Camilla et son fils Tom découvrirent ce qui avait été transféré et ce qui leur avait été délibérément dissimulé, la fureur qui s'empara du palais fut sans précédent pour le personnel depuis une génération. Voici l'histoire de chaque domaine, de chaque clause, de chaque confrontation. Des engagements manuscrits de la reine aux projets commerciaux ratés de Tom Parker, BS, jusqu'au moment où Camilla, impuissante, a vu William renoncer à jamais à ses ambitions. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'héritage. C'est le coup de maître final et irréfutable de la reine Élisabeth II, le domaine de Cedar, un secret plus ancien que la plupart des souvenirs. Revenons au véritable début de cette histoire. Non pas en 2026, mais en 1944, durant la période la plus sombre de la Seconde Guerre mondiale, le roi George V, confronté à l'incertitude existentielle de la Grande-Bretagne en guerre, acquit discrètement un domaine niché au cœur des collines de Chiltern, à cheval sur la frontière entre l'Oxfordshire et le Buckinghamshire. On l'appelait le domaine des Cèdres, et dès son acquisition, il fut conçu pour disparaître. Aucune inscription au registre royal, aucun article dans les médias, aucune reconnaissance officielle. Pendant plus de 80 ans, le domaine des Cèdres n'exista que dans les conversations à voix basse des courtisans les plus influents. Une propriété secrète connue de presque personne, protégée par tous ceux qui la connaissaient. Et voici la première question que vous devriez vous poser. Pourquoi la famille royale aurait-elle entretenu un domaine secret pendant 80 ans? Que contenait-il qui justifiait un tel niveau de dissimulation? La réponse est apparue dans les notes de synthèse interne partagées avec les membres de la Guilde des correspondants royaux le matin du 3 février 2026. Le contenu de ces notes a laissé même les historiens royaux les plus chevronnés sans voix. Le domaine de Cedar abrite une chapelle privée avec un caveau commémoratif, gravé recensant les membres de la famille royale ayant servi dans des conflits armés. Des chambres fortes abritant 186 coffres en chaîne remplis de correspondances personnelles de guerre et de communications royales confidentielles. 72 portraits royaux inédits, dont des peintures à l'huile jamais vues auparavant du roi George V-6e et de la princesse Margaret. Et, plus extraordinaire encore, 14 enregistrements audio scellés de la reine Élisabeth II en conversation privée avec Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan et Charles de Gaulle. Un archiviste ayant passé des décennies au sein des archives royales a décrit la collection en une phrase inoubliable. Il ne s'agissait pas, expliqua-t-il, d'un musée d'histoire. C'était l'architecture brute et authentique de la mémoire royale, une fenêtre ouverte sur l'âme même de la monarchie. Or, voici ce qui rend ce lieu encore plus significatif. Entre 2017 et 2021, le prince William se rendait discrètement au domaine de Cedar Estate lors de week-ends privés. Non pas en touriste, ni un invité officiel. Il se promenait dans les cédrières avec la reine. Il consultait des correspondants de guerre. Il cataloguait personnellement des dépêches de la marine. Il a reclassé des centaines de lettres de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Il a même réparé les systèmes de contrôle de l'humidité dans les chambres d'archives. Ce n'était pas un devoir de façade, mais une gestion guidée par la conviction. La reine Élisabeth l'a remarqué dans une annotation manuscrite trouvée dans le cadre du fonds fiduciaire. Elle a écrit ces mots. « Il héritera de plus que la couronne. Il héritera du silence qu'il a préservé. » Ces mots n'étaient pas fortuits, c'était une déclaration. Le fonds fiduciaire, une forteresse juridique construite en secret. Il nous faut maintenant aborder le cadre juridique qui a rendu ce transfert possible, car il est aussi exceptionnel que le domaine lui-même. Le domaine de Cedar ne relève ni du domaine de la couronne, ni du duché de Cornwall. Il est régi par un mécanisme juridique privé appelé fiducie d'engagement. Créé en 2020, enregistré sous le numéro Charter Seal 142 et authentifié par le conseiller juridique personnel de la reine, un conseiller constitutionnel et un notaire des archives royales. Cette fiducie comporte une clause d'activation différée, prévue pour ne s'appliquer qu'après la réalisation de 2 conditions spécifiques.
la conclusion des funérailles nationales de la reine et la reconnaissance publique du Prince William comme héritier des responsabilités institutionnelles ont marqué un tournant. Ces deux conditions sont désormais remplies. La déclaration officielle le confirme clairement. Conformément aux termes de l'acte de fiducie scellé, établi par Sa Majesté la Reine Élisabeth II en 2020, le domaine connu sous le nom de Cedar Estate est transféré, avec effet immédiat, sous la tutelle pleine et exclusive de Son Altesse Royale le Prince de Galles. Des mots simples, des conséquences irréversibles. C'est là que l'histoire bascule de l'héritage à la confrontation. Car cette nouvelle n'a pas été accueillie avec élégance par tous. Camilla et Tom, des projets qui n'auraient jamais dû être découverts. De nombreuses sources ont confirmé ce que les initiés du palais soupçonnaient depuis un certain temps. La reine Camilla et son fils, Tom Parker, cherchaient discrètement, avec persévérance et stratégie, à placer le domaine de Cedar sous leur influence depuis des années. Dès la fin de l'année 2024, Camilla plaidait en interne pour ce qu'elle appelait un centre culturel dédié au patrimoine de Windsor. Un projet comprenant des retraites gastronomiques célébrant le patrimoine culinaire britannique, des salons littéraires mettant en lumière les récits des femmes de la famille royale et des visites historiques en petits groupes à travers les Cedar Groves. L'idée paraissait respectable en apparence, mais sous cette surface, les ambitions étaient de bien moins sentimentales. Tom Parker, titulaire d'un doctorat honoris causa, voyait tout autre chose en considérant le domaine des cèdres, une source de profit. Des notes privées consultées par des sources proches de la famille royale révèlent qu'il avait élaboré un projet incluant un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin, installé dans l'ancien pavillon de chasse. Une marque de produits artisanaux nommée Royal Wild, proposant des fromages affinés au cèdre, de la truite sauvage, du miel de domaine et des vins de saison des Highlands. Des réceptions privées exclusives pour une clientèle triée sur le volet. Une entreprise commerciale déguisée en domaine royal. Puis vint le 18 octobre 2025 et la fuite d'une note interne qui changea la donne. L'équipe juridique de Tom examinait la possibilité de reclasser certaines parties du domaine au titre du patrimoine public, arguant que ses origines liées à la guerre justifiaient un statut de protection culturelle. La requalification juridique aurait affaibli les droits exclusifs de Williams et potentiellement ouvert la voie à une gestion partagée. Posez-vous la question, est-ce là un respect pour un héritage royal sacré? Ou plutôt une prise de contrôle commercial déguisée en œuvre patrimoniale? En novembre 2025, Camilla a organisé une réception privée près de Henley en présence de personnel temporaire, invitant des donateurs, des critiques gastronomiques et des historiens de l'art. Officiellement, l'événement célébrait le développement durable en milieu rural. Mais les participants racontent une toute autre histoire. Selon l'un d'eux, il s'agissait d'un test, d'une répétition générale d'un modèle de gestion publique-privée permettant à la fondation de Camilla et à des donateurs extérieurs de partager le contrôle du domaine de Cedar. William a eu vent de l'événement. Il a poliment mais fermement décliné l'invitation à y participer. Il a défendu sans équivoque la vision initiale de la reine. 3 semaines plus tard, il a activé le Covenant Trust. Northacre Hall, le domaine que Camilla pensait avoir déjà conquis. Le domaine de Cedar n'était pas le seul champ de bataille. Le 31 janvier 2026, le registre foncier fut discrètement mis à jour pour refléter un autre transfert auquel Camilla ne s'attendait pas. Northacre Hall, une vaste propriété patrimoniale de 485 hectares, nichée entre les haies ancestrales du Wiltshire et les collines ondulantes du Berkshire. Ancienne résidence royale moins connue, elle avait accueilli des week-ends de chasse et des réunions diplomatiques confidentielles sous le règne de la reine Élisabeth II. Son prestige historique, ses revenus agricoles et ses droits de licence inexploités, liés à un héritage de 800 ans, en faisaient, selon les évaluations commerciales, un atout royal d'une importance stratégique unique. Ce qui rend la transmission de Northacre Hall remarquable, c'est le moment choisi. Des documents datés du 8 septembre 2022, quelques semaines avant le décès de la reine, révèlent qu'elle avait officiellement requalifié Northacre Hall d'un bien du domaine de la couronne partagée en une propriété souveraine personnelle. Cela lui a permis de le transmettre à titre privé par testament plutôt que par succession institutionnelle. Dans l'annexe R3, elle écrivait « Que Northacre demeure auprès de l'enfant qui porte le fardeau de notre avenir, que ce ne soit pas seulement un abri, mais un véritable sanctuaire. » La décision passa outre le prince Charles, désormais roi, et la princesse Anne. Les répercussions au sein du cercle royal furent immédiates et discrètes, comme une pierre jetée dans l'eau calme à minuit.
Selon les archivistes du palais, il s'agissait du premier transfert personnel de ce type depuis la réattribution des terres des Highlands par la reine Victoria en 1872, effectué dans le plus grand secret. Seuls 2 témoins vivants étaient au courant du caudicile, Lady Sarah Chatsworth et le conseiller juridique de la défunte reine, Sir Alistair Denholm. L'enveloppe scellée portait l'inscription « Pour le règne qui me suivra ». Mais Camilla n'était pas restée inactive. Des notes divulguées d'un collaborateur du palais ont confirmé qu'en 2023, elle et Tom avaient discrètement œuvré pour intégrer Northacre Hall à un projet de valorisation du patrimoine culinaire royal. Présenté publiquement comme un renouveau du concept de la ferme à l'assiette, le projet était en réalité soutenu en secret par des investisseurs de luxe des Émirats arabes unis et une société de capital-risque parisienne. Le projet comprenait un hôtel-boutique 5 étoiles, une école de cuisine traditionnelle et une refonte complète de l'image du domaine en une destination de luxe à Windsor. Une étude de faisabilité commerciale datant de juillet 2025 estimait la valeur des seuls droits de licence de Northacre Hall à plus de 48 millions de dollars sur une période de 10 ans. Un courtier, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a résumé la situation avec une précision glaçante. Camilla pensait avoir acquis le domaine en douce grâce à son influence. La reine l'a déjoué depuis l'au-delà. S'en est suivie une campagne de rumeurs et de pression subtiles, soigneusement orchestrée par Maurice Lelot, l'homme de confiance de longue date de Camilla, un consultant en relations publiques à la retraite, réputé pour ses manœuvres en coulisses au sein du palais. Des articles anonymes ont commencé à paraître fin 2025, suggérant que la monarchie avait surinvesti dans son patrimoine et devait revoir la répartition de ce patrimoine entre les générations. Dans un ultime effort, Tom aurait tenté d'obtenir une offre de location pour la parcelle de Northacre Southern Orchard, prétendant qu'il s'agissait de terres arables non exploitées. La demande fut immédiatement rejetée par l'équipe juridique du duché de Cornouailles, invoquant la protection de l'héritage. Des sources proches du palais ont décrit la réaction de Camilla comme une crise de colère en novembre 2025. Le mot employé par les personnes présentes n'était pas « colère », c'était quelque chose de plus froid. La fureur d'être devancé par une femme décédée, le domaine de Clarence Hill, l'engagement le plus personnel de la reine. Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-être le chapitre le plus poignant de cette histoire extraordinaire. À la mi-janvier 2026, la princesse Anne a procédé à un examen approfondi de la correspondance privée de la reine dans la salle Oak Room du château de Windsor. Elle y a découvert, plié en 3 et conservé dans un étui en cuir portant la marque W. William George, un cotil unique en son genre. Le domaine de Clarence Hill, niché au cœur des collines de Chilton, n'était accessible que par une allée privée discrète s'étendant sur 6 km, à l'écart de toute route principale. Cette propriété avait été acquise en secret en 1947 par le roi George, 5e-6e, conçue comme une réserve non déclarée pour ses héritiers directs, à l'abri du Parlement, du regard public et des fluctuations des fonds royaux. La directive de la reine était écrite de sa propre main, Claire, sans ambiguïté et délibérément personnelle. Je confie Clarence Hill à mon petit-fils William, en pleine propriété et dans l'esprit, libre de toute charge et de toute incertitude. Qu'elle demeure hors du domaine de la couronne, à l'abri de la politique et des scandales. Cette terre est un engagement, non une marchandise. Son but est de préserver la lignée successorale morale. Cette expression « à l'abri des scandales » n'était pas anodine. Des sources indiquent que la reine était devenue très méfiante face aux controverses publiques entourant le prince Andrew et les projets médiatiques tumultueux du prince Harry. Pour Elizabeth, son héritage nécessitait une protection morale, un lieu préservé des rumeurs, des profits et du chaos. Clarence Hill serait le sanctuaire de William et Catherine, le guide éthique et dynastique de l'avenir de la famille. Camilla a appris la nouvelle du transfert le 20 janvier. Selon certaines sources, elle a immédiatement réuni son équipe juridique du cabinet Highgrove avec Tom. Son fils venait de subir la perte d'un important contrat d'édition suite à un scandale lié à l'utilisation abusive des armoiries royales par sa marque alimentaire. Clarence Hill n'avait rien d'intouchable à ses yeux. C'était une opportunité commerciale qu'elle comptait bien saisir. Des courriels internes, divulgués par la suite, ont révélé sa vision. Imaginez le lancement depuis les jardins de la reine jusqu'à chez vous. Le 23 janvier, une proposition était déjà rédigée au nom d'une société nouvellement enregistrée, Hill & Crown Limited, dont Tom était le directeur général.
Le projet était de transformer Clarence Hill en une marque d'hôtellerie et d'agriculture de charme, axée sur le luxe régénérateur, la résilience climatique et le développement durable royal. Tom deviendrait, selon la vision de Camilla, le prince de la Grande-Bretagne verte. Son avenir aristocratique serait ancré dans la terre plutôt que dans le scandale. Mais le Cotisil avait déjà fait couler beaucoup d'encre dans les archives royales. Le transfert légal au Duchy of Cornwall Trust était déjà effectif. Hill and Crown Limited arrive à 3 semaines trop tard. Puis vint le 28 janvier, et la fuite qui mit fin à tout. Un lanceur d'alerte anonyme, que certains soupçonnent d'être un ancien conseiller désabusé, transmet au cabinet du Lord Chancelier les documents internes relatifs aux affaires de Clarence Hill et de la Couronne, invoquant une tentative d'exploitation commerciale d'un patrimoine royal protégé. Les documents divulgués révélèrent tout. Stratégie de repositionnement, estimation spéculative de biens immobiliers de luxe et maquettes de Clarence Hill où des logos d'entreprise étaient apposés sur sa façade édouardienne. La réaction fut immédiate et unanime. William a confronté Camilla à Windsor lors d'un déjeuner privé organisé en l'honneur du rétablissement de Catherine. Des sources proches de la famille royale ont décrit l'échange comme bref mais dévastateur. William aurait déclaré « Clarence Hill n'est pas là pour être mis en bouteille, commercialisé ou vendu. C'est le dernier sanctuaire de l'âme de ma grand-mère, et je le protégerai comme je protège ma femme et mes enfants. » Camilla est partie sans terminer son repas. Moins de 48 heures plus tard, Hill and Crown Limited était dissoute. Tom a annulé 3 apparitions publiques, invoquant une fatigue liée au stress. Aucune déclaration officielle ne fut publiée, mais au sein du palais, le message était sans équivoque. Le roi Charles, refusant de s'engager directement dans la confrontation, confia plus tard à la princesse Anne une phrase devenue depuis une légende de la famille royale. Élisabeth a toujours su qui tiendrait la couronne, et pas seulement qui la porterait. Greystone Downs, où les ambitions de Camilla atteignirent leur paroxysme. Alors que la poussière de Clarence Hill semblait retomber, un nouveau champ de bataille se dressa. Et cette décision était plus audacieuse que tout ce qui avait précédé. Greystone Downs, un domaine protégé de plus de 160 hectares de forêt ancienne, abritait un pavillon de chasse de style païen datant de 1500, 60 dixuits et une chapelle privée en pierre ornée de reliques du 17e siècle. La reine Élisabeth avait consacré plus de 40 ans à préserver Greystone Downs, à la fois comme lieu de retraite et comme témoignage vivant de la morale royale. Le léguer à William n'était pas seulement un choix pratique, c'était aussi un geste symbolique. Il n'était pas seulement l'héritier du trône, il était aussi l'héritier de la retenue, de la gestion responsable et d'une dignité discrète. Camilla et Tom voyant les choses différemment. D'après des documents retrouvés suite à une ancienne demande d'aide financière, Greystone Downs était leur cible la plus convoitée à ce jour, estimée à 80 millions de livres sterling. Leur vision était d'une ambition stupéfiante, et beaucoup diraient même d'une audace tout aussi stupéfiante. Des éco-lodges à 5-0 chambres par nuit, une restauration de la ferme et à l'assiette, orchestrée par Tom lui-même, un cercle culinaire royal privé ciblant une clientèle d'élite des Émirats arabes unis et d'Asie de l'Est. Le tout présenté comme un havre de paix à Windsor, une marque haut de gamme bâtie sur un héritage qui n'était pas le leur. En coulisses, Sir Piers Mallory, conseiller juridique de Camilla, avait commencé à examiner le testament à la recherche d'une clause autorisant une gestion partagée ou une collaboration en matière de patrimoine. Le moindre élément susceptible de remettre en cause le contrôle exclusif de William. Tom avait discrètement enregistré une nouvelle société holding au Luxembourg, Stag Crown Hospitality Limited, 3 semaines avant la publication du testament de la reine. Parmi les projets retrouvés par les collaborateurs du palais figurait la transformation de la chapelle du domaine en un centre de retraite dédié à la pleine conscience et la métamorphose des écuries, autrefois occupées par les précieux poneys d'Élisabeth, en un espace viticole axé sur le bien-être. La princesse Anne intercepta alors un courriel confidentiel échangé entre l'avocat de Camilla et un père de la Chambre des Lords. Elle en informa William. Son Analyse, formulée sur un ton froid et mesuré, était, selon ceux qui la connaissent, bien plus inquiétante que l'indignation. Elle ne conteste pas la couronne, déclara Anne. Elle conteste l'éthique maternelle. William convoqua une réunion stratégique à huis clos avec les membres de la famille royale. S'ensuivit une contre-offensive juridique rapide et totale. Le Codicil scellé, remise aux archives royales le 3 février 2026, rendit les projets de Camilla impossibles.
rédigé de la main de la reine et notarié en 2021. Il interdisait explicitement toute transformation matérielle, conversion commerciale ou exploitation de la marque Greystone Downs sans l'approbation expresse de William lui-même. Cette clause constituait une réprimande directe, preuve qu'Élisabeth avait non seulement anticipé la contestation, mais s'y était préparée des années à l'avance. Un valet de pied du palais, présent lors de la confrontation, a décrit le moment où Camilla ouvrit l'enveloppe portant le monogramme de la reine. Elle l'a lu 2 fois en silence. Puis elle prononça 4 mots que personne dans cette pièce n'oubliera jamais. Même dans la mort, elle me laisse prisonnier. La réponse de William ne fut pas verbale, mais s'illustra par un acte. Le 5 février, il fit une visite impromptue à Greystone Downs, accompagné de la princesse Catherine et de leurs 3 enfants. Les photographes immortalisèrent de la famille de Galles, marchant sur les rives gelées du lac du Domaine, au coucher du soleil. Pas de déclaration, pas de conférence de presse, pas de drame. Une famille sur ses terres, fidèle à sa promesse. Le domaine de Greenheath, la surprise à 37 millions de livres. Si Greystone Downs représentait le coup le plus audacieux de Camilla, le domaine de Greenheath fut son échec le plus humiliant. Situé au sud-est de Forest Lodge, Greenheath était une vaste étendue de forêt vierge de plus de 200 hectares, bordant une voie romaine historique et protégée par un acte de conservation royale. Les initiés le considéraient depuis longtemps comme un site potentiel pour des retraites de haut niveau, des réunions diplomatiques sécurisées et des programmes de réadaptation de renommée mondiale sous le patronage royal. Camilla le convoitait et ses projets avaient commencé presque immédiatement après le décès de la reine Élisabeth. Elle avait mal interprété la partie confidentielle du testament d'Élisabeth, supposant que Greenheath désignait un terrain d'apparat ou un domaine de chasse abandonné. Elle se trompait lourdement. Greenheath était associé à un fonds fiduciaire privé de 37 millions de livres sterling, discrètement constitué au fil des décennies grâce à des transferts stratégiques et approuvé personnellement par la reine. Un capital de réserve qui s'était constitué discrètement pendant des années, invisible pour ceux qui n'avaient pas été incités à le rechercher. La découverte de ce fonds a rendu Tom Parker furieux. Il rêvait depuis longtemps d'un centre de bien-être culinaire sous une marque médiatique sur ce terrain, financé par des investisseurs de Dubaï et un conglomérat français de Space. Camilla aurait promis à Tom d'user de son statut de régente pour obtenir l'aval royal, alors que le roi Charles était en semi-retraite. Des dîners de gala étaient déjà prévus. Des invitations pour la haute société étaient en cours de rédaction. Des vins biologiques, des produits locaux et des huiles d'olive du duché avaient été sélectionnés pour des événements de prestige en présence de dignitaires étrangers. Tout était en marche. Puis, le 30 janvier 2026, la princesse Anne, agissant au nom de la Crown Trust Authority, a validé le transfert d'actifs avec effet rétroactif au 28 décembre 2025. William a officiellement reçu la pleine propriété de Greenheath. Le fonds fiduciaire de 37 millions de livres sterling a été transféré avec. Ce soir-là, une berline royale noire a livré à Clarence House les documents finaux, ainsi qu'une surprise pour Camilla. Un enregistrement audio privé de la reine Élisabeth, expliquant de sa propre voix ses souhaits concernant Greenheath. Le domaine devait devenir une zone patrimoniale sécurisée, réservée exclusivement à des programmes d'éducation environnementale, à des initiatives de réinsertion pour enfants et à des actions éducatives sous le patronage direct de William et Catherine. Camilla convoqua Tom et 2 avocats du domaine à une réunion de crise à Romley House le soir même. Selon Palace Leaks, la conversation a rapidement dévié vers des manœuvres juridiques. Camilla était prête à contester la lucidité d'Élisabeth au moment de la signature de l'acte de Greenheath, affirmant que Guillaume et Catherine, aidés de conseillers influents, avaient manipulé une reine âgée. Il s'agissait d'une attaque frontale contre Élisabeth elle-même, une tentative de réécrire l'histoire de l'intérieur même de la famille à laquelle elle appartenait. Le roi Charles, malgré sa fragilité, a adressé un avertissement privé dans les 48 heures. Toute tentative de porter atteinte à la volonté d'Élisabeth serait considérée comme un acte de sédition contre la mémoire de la couronne. Lorsque la lettre a fuité dans le Times le 2 février, l'indignation publique a éclaté. Les groupes pro-monarchistes, les constitutionnalistes et les historiens de la famille royale se sont unis pour dénoncer le complot comme moralement et juridiquement indéfendable. L'apparition discrète de la princesse Catherine dans un hospice pour enfants à Windsor le même jour a constitué un contraste visuel saisissant. Sa dignité et sa compassion contrastaient de manière absolue et silencieuse avec les manœuvres de Camilla.
Le 3 février à 9h46, William arrive seul au port de Greenheath, vêtu d'un simple manteau de laine de la marine, accompagné d'un seul aide de camp. Ni cameras, ni presse, ni cérémonie. Il signe la charte inaugurale du Greenheath Royal Future Trust, fermant définitivement le domaine à l'exploitation commerciale et l'inscrivant dans un cadre éthique reflétant la vision environnementale et éducative d'Elizabeth. La signature terminée. Une Rolls-Royce apparut à la limite ouest du domaine. Camilla Indescendit, lunettes noires sur le nez, lèvres pincées, un porte-documents en cuir noir serré contre sa poitrine. Elle ne parla pas, elle ne s'approcha pas. Elle resta là, immobile, observant en silence le déroulement d'une scène qu'elle ne pouvait ni contrôler ni inverser. Tom ne se montra jamais. Le soir venu, Camilla annula un événement culinaire royal prévu le 4 février. Son équipe de communication publia un bref communiqué. Sa Majesté la Reine Camilla regrette les récents événements et soutient la décision du roi de réaffirmer l'héritage de la défunte reine. Oakage, le testament de la reine. Puis vint Oakage, le dernier domaine, celui qui, à bien des égards, disait tout. Une enveloppe de cuir scellée, portant le chiffre royal d'Élisabeth II, fut officiellement remise à la première ministre Harriet Shawcross le matin du 3 février, confirmant le transfert du domaine d'Oakage à William. Contrairement à Balmoral ou Sandringham, Oakage n'était pas soumis à la réglementation des domaines de la couronne. Il s'agissait d'une propriété privée, en vertu d'une clause unique du testament de la reine. Un refuge pastoral fortifié, une étendue préservée bordant les forêts du Tamil Nadu, utilisée par George V-6e pour la chasse et abritant les ruines d'une chapelle tutélaire dissimulée en son sein. Sa valeur était estimée à 18 millions. Mais ce chiffre, comme tous les intéressés le savaient, était totalement hors de propos. Oakage avait été le refuge personnel de la reine Élisabeth lors des conflits familiaux. Un lieu de paix, de réflexion et de réconfort, le berceau des premiers étés de William, l'endroit où, enfant, il avait appris ce que signifiait appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Une dernière entrée de journal, glissée près de la lavande séchée dans la bibliothèque privée du domaine, évoquait simplement la gestion future et la préservation de l'héritage. Même après la finalisation du transfert, Camilla et Tom gardèrent le silence, malgré les rumeurs d'un possible recours devant la Commission des finances publiques, arguant que Oakage avait bénéficié de fonds publics et pouvait être reclassé. William l'avait anticipé. Il ordonna un examen complet des registres de restauration et des versements de garantie remontant à 1953. Les experts comptables judiciaires se mirent à vérifier minutieusement chaque ligne, chaque dépense, chaque reçu. Mais Elizabeth, comme toujours, avait anticipé la situation, contrairement à tous ses opposants. Son testament privé contenait une clause d'obstruction anticipée, annulant toute contestation de la succession d'Oakage par des personnes extérieures à la lignée Windsor ou n'ayant pas épousé un membre de la famille. Après 2010, lorsque cette clause fut lue aux membres les plus importants de la famille royale dans le Salon Vert, un silence total s'installa. Camilla quitta la salle en trombe. Tom aurait maudit ses avocats. La princesse Anne, restée silencieuse tout au long de la lecture, se tourna vers le roi Charles et déclara avec un calme parfait. « J'ai toujours su que ce jour viendrait. » Ce soir-là, William, Catherine et leurs 3 enfants visitèrent Oakage pour la première fois en tant qu'intendant. George, debout au sommet des ruines de l'ancienne tour de guet, contemplant le domaine gelé, posa à son père une question qui, de l'avis des personnes présentes, restera gravée dans leur mémoire. « Ce domaine sera-t-il nôtre pour toujours ?» La réponse de William fut calme, posée et d'une certitude absolue. Pourvu que nous la protégions. Peu après, une lettre arriva de Sir Jonathan Arborfield, l'avocat personnel de la défunte reine. Elle contenait un dernier passage d'Élisabeth elle-même. Des mots qui rendaient caduques toutes les manœuvres juridiques, tous les projets commerciaux et tous les efforts de lobbying occultes. Si jamais ce domaine est contesté, qu'on sache qu'Oakage n'appartient pas au pouvoir, mais à la patience. Que celui qui a porté le poids de l'avenir de la couronne, et non le fardeau du droit, le perpétue. Signé Elizabeth R. Explication de tout cela et de son importance. Prenons un instant pour considérer ce que la reine Élisabeth II a réellement accompli à travers ses transferts. Elle n'a pas simplement légué des propriétés à son petit-fils. Elle a bâti autour de lui une véritable forteresse juridique, straté après strate, domaine après domaine, clause après clause, conçue pour résister à toutes les épreuves que l'ambition, le commerce et les rivalités familiales pourraient lui lancer. Elle a anticipé les propositions commerciales. Elle a anticipé les manœuvres juridiques. Elle avait anticipé les campagnes de pression publique.
Elle avait préparé ses réponses à chacune d'elles des années à l'avance. De la part d'une femme nonagénaire qui n'a jamais cessé d'avoir une vision à long terme, posez-vous la question fondamentale. Pourquoi la reine a-t-elle jugé ce niveau de protection nécessaire? La réponse est loin d'être flatteuse pour ceux qui l'ont contrainte à agir ainsi. La réponse est qu'au sein même de sa famille, au sein de l'institution à laquelle elle avait consacré sa vie, elle a identifié des acteurs dont les priorités n'étaient ni l'héritage, ni le service, ni l'avenir de la monarchie. Leurs projets étaient à la fois commerciaux et personnels. Ils visaient à construire une marque, à assurer un positionnement financier et à transformer 7 siècles d'héritage royal en un portefeuille d'activités hôtelières. Elizabeth a choisi William précisément parce qu'elle voyait en lui ce qui manquait aux autres. Non pas l'ambition, ni le désir de profit ou de notoriété, mais la volonté de cataloguer discrètement des lettres de guerre dans une salle d'archives. De réparer les systèmes de contrôle de l'humidité dans une chambre forte qu'aucune caméra ne filmerait jamais, de se promener dans les cèdres avec une reine âgée et d'écouter plus qu'il ne parlait. Intendance, c'était le mot qu'elle inscrivait dans chaque contrat, et elle savait que ce n'était pas une qualité courante. La réaction de Guillaume à chaque tentative de contourner les souhaits de la reine a été constante, posée et parfaitement conforme à la femme qui l'avait choisie. Il n'a pas cherché à envenimer la situation publiquement. Il n'a pas tenu de conférences de presse ni publié de déclarations indignées. Il a signé des chartes. Il marchait avec ses enfants, il laissa parler pour lui l'édifice juridique bâti par sa grand-mère, et il parla avec une force inouïe. Alors que l'aube se levait sur le grand parc de Windsor, le 3 février 2026, et que les premiers rayons du soleil se répandaient sur la haie givrée, un nouveau chapitre de l'histoire royale s'était déjà écrit, non par une cérémonie ou une proclamation, mais par le langage discret et irrévocable des fiducies scellées, des clauses notariées et de la certitude manuscrite d'une grand-mère. Le prince William arpentait les allées d'un domaine qui était désormais pleinement et définitivement le sien. George sortilait à ses côtés, avide de questions sur les chapelles, les bosquets secrets et le sens de l'histoire. Charlotte serrait contre elle un journal relié cuir, absorbant chaque détail. Et William répondait à chaque question avec la patience d'un homme qui comprenait, peut-être mieux que quiconque, ce que signifie se voir confier un trésor. Les ambitions de Camilla n'étaient pas seulement vaincues, elles étaient rendues structurellement impossibles. Non par la confrontation, non par les intrigues de palais, mais par le génie juridique préventif d'un souverain qui avait passé des décennies à observer, à évaluer et à préparer. Chaque montage commercial concocté par Tom Parker B.S., chaque campagne de lobbying menée en coulisses par les conseillers de Camilla, chaque enquête juridique sur la garde partagée, chaque proposition de changement d'image, chaque société holding enregistrée, chaque maquette avec des logos d'entreprise apposés sur des façades de style édouardien. Tout cela avait été anticipé, neutralisé, et couvert par des clauses rédigées des années avant même que les contestations ne soient formulées. Comme l'a dit avec une certitude tranquille un valet de pied de haut rang ayant servi la reine Élisabeth puis le prince William, il ne s'agissait pas simplement d'une maison. C'était le coup de maître de la reine, et dans la plus pure tradition de celle qui l'a porté, ce coup fut parfait. Pour William, ces domaines ne sont pas des trophées, ce sont des responsabilités, et il ne l'a jamais nié. Pour Camilla et Tom, la bataille est terminée. Les domaines sont scellés. Les engagements sont incontestables. La voix de la reine, préservée dans des lettres, des clauses juridiques et un enregistrement audio privé, s'est exprimée avec une clarté qu'aucun avocat vivant ne saurait égaler. La reine Élisabeth savait que l'héritage ne se mesure ni à la richesse, ni à l'influence, ni à l'importance d'un portefeuille d'affaires. Il se mesure à la responsabilité, à l'intégrité et au courage de protéger ce qui compte, même contre ceux qui en sont le plus proches. William a hérité du domaine. Il a hérité de la mission qui en découlait. Et il a hérité de quelque chose de bien plus précieux encore, la certitude absolue, inscrite dans les documents, que la femme qui le connaissait le mieux lui faisait le plus confiance. Si vous avez suivi cette histoire, partagez cette vidéo, laissez vos commentaires et abonnez-vous. Car même si ce chapitre est clos, l'histoire de ce que William fera de la confiance qui lui a été accordée ne fait que commencer.